Bonjour à tous, nous sommes en direct pour cette émission spéciale consacrée à la relance économique en direct ici de l'Arena pour ce BIG, bien entendu, organisé par BPI France. Nous allons parler de relance économique, de transformation digitale, une émission qui sera diffusée et sur BPI France et sur la tribune.fr. Pour en parler, trois invités. Myriam Becquet, bonjour. Vous êtes en charge de la direction de l'innovation chez BNP Paribas et des nouveaux business. À ma gauche, Mehdi Ouass, le président de Talent, un grand acteur qui accompagne les grandes entreprises françaises dans leur transformation et l'accélération digitale. Et puis nous parlerons bien sûr avec, nous avons le plaisir d'accueillir Laura Tenucci qui depuis 20 ans sévit notamment sur Télématin pour nous parler d'innovation et de start-up. Et nous verrons avec elle comment justement cette crise accélère l'évolution, l'entrepreneuriat en France. Mais tout d'abord, Myriam Becquet, depuis cette crise, BNP Paribas est très mobilisé et très engagé à la fois sur l'urgence, sur le court terme, notamment avec les PGE qui ont été initiés par le gouvernement pour faire face aux besoins. Qu'est-ce que vous observez, vu de BNP Paribas, dans cette urgence et dans cette volonté des entreprises aussi de devoir faire pivoter leur modèle économique? Oui, bonjour Jean-Christophe. Effectivement, on observe beaucoup de choses pendant cette période qui a été un chamboulement complet, y compris en matière économique évidemment. Et la première chose, ça a été le besoin de liquidité. Donc effectivement, c'est prêt garanti par l'État qu'on a dû mettre en place très rapidement. Nous-mêmes d'ailleurs en digitalisant une partie des process, parce que on n'était pas préparé à mettre en place ce type de solution aussi vite, aussi rapidement et de manière très simple pour l'ensemble des acteurs qui en avaient cruellement besoin. Donc ce besoin de liquidité s'est fait cruellement sentir et ça a été vraiment notre priorité absolue d'être au contact des entreprises pendant cette période-là, comme toutes les banques françaises bien sûr et des banques d'ailleurs dans d'autres pays. Deuxième chose qu'on a observé de manière conjointe, c'est en fait ce besoin des entreprises finalement de survivre et de facturer. Et en fait, on a vu arriver très vite des choses qu'on voyait déjà, mais qui se sont très fortement amplifiées, qui sont toute la partie moyens de paiement à distance. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut payer sans être physiquement présent. Et donc, les sujets d'e-commerce, de paiement innovant, sont devenus très forts, très prégnants. Et on a, évidemment, on avait déjà les moyens de le faire, mais on a constaté que les entreprises avaient ce besoin de nos équipes et de toutes les équipes bancaires de cash management. Donc on a des équipes spécialisées pour ça et elles ont été très sollicitées pendant cette période parce que, encore une fois, il y avait besoin de facturer et de facturer de manière différente, d'utiliser ce qu'on appelle l'omnicanal. Donc le canal physique n'existant plus, comment le canal digital me permet quand même, vous Jean-Christophe, si vous avez besoin d'un plat préparé, comment vous pouvez appeler, payer en ligne et qu'il n'y ait pas de contact physique par rapport à ça. Donc cette dimension en fait de transformation, on l'a perçue de manière très physique pour le coup dans l'aspect e-commerce et cash management. Ça c'est vraiment un point important. Et autre chose qu'on a vu, c'est le mouvement start-up qui s'est beaucoup mobilisé. Laura, je pense qu'on va en parler, mais nous on l'a vu très concrètement, c'est tous ces acteurs start-up de la santé, des data, de la tech en général, qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour accompagner cette problématique à laquelle on fait face, quelles sont les solutions qu'on peut apporter, comment est-ce qu'on peut accompagner en fait les entreprises et plus généralement la société pour faire face à ce chamboulement total des modes de vie, des modes de fonctionnement et des différents éléments. Donc pour nous, c'est vraiment ces premières observations, et qu'on voit, donc on peut dire que maintenant on a passé la grosse vague de liquidité, en tout cas, on espère très fortement, on le souhaite et on voit que les entreprises ont envie de repartir, de faire des projets et autres. Cette dimension en fait de transformation digitale du coup prend tout son sens, c'est-à-dire qu'elles l'ont vécu, mais elles l'ont vécu physiquement au cœur de leur entreprise elle-même. Elles ont eu à déployer des solutions qu'elles n'imaginaient même pas pour travailler à distance, pour échanger avec leurs banquiers,
pour échanger avec leurs partenaires, avec leurs fournisseurs. Enfin, donc on a vu vraiment des choses incroyables. Et du coup maintenant, voilà, c'est comment ce mouvement va s'ancrer dans la durée et comment, parce qu'elles ont fait sous pression, sous contrainte, comme on dit souvent, comment ça se poursuit et comment ça se développe. Myriam Becker, on va beaucoup parler ici de start-up tout à l'heure, mais prenons 2 minutes pour parler des PME et des ETI qui sont très présentes ici toute la journée à l'Arena pour cet événement Big. Est-ce qu'elles ont les moyens aujourd'hui d'investir? Parce que accélérer à la transformation digitale, il faut être en capacité d'investir. Qu'est-ce que vous observez? Parce que sans capacité d'investissement, c'est quand même se limiter, notamment dans ce pivotage souvent nécessaire, comme vous le dites. Les entreprises ont été au pied du mur pour devoir changer leur modèle économique, et en même temps, on va en parler dans quelques instants avec MediWatt, ça nécessite quand même des moyens, et quel est le regard et quelles sont les réponses que vous apportez? Alors, effectivement, on a des entreprises qui ne visualisent pas toujours les moyens financiers qu'il faut mettre face à la transformation digitale. C'est vrai que ce sont des investissements, vous avez raison Jean-Christophe, et il faut les mesurer et les faire financer. C'est-à-dire que l'investissement immatériel, souvent, face à la transformation digitale, on peut avoir des projets de transformation de son IT, on a besoin de data center, on a besoin de nouvelles, de nouveaux écosystèmes, de nouvelles fonctionnalités, de logiciels, de RP, de CRM, de choses pour faire de la data, etc. Mais ça, elles le visualisent bien. Ça, c'est des investissements qu'on va appeler plus matériels. Et ça, en général, elles vont venir en parler et elles vont travailler pour se les faire financer. Donc, ça va à peu près. Elles ne visualisent pas toujours, d'ailleurs, dans une logique de transformation digitale globale. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est à côté de ça, il y a un certain nombre d'autres choses que vous pouvez faire financer. C'est-à-dire tout ce qui est la partie immatérielle de vos investissements. C'est-à-dire vous allez avoir besoin de renforcer vos équipes pour faire du e-commerce. Vous allez avoir besoin d'embaucher des data scientists. Vous allez avoir besoin de nouvelles fonctions dans l'entreprise. Et ça va accompagner votre projet de transformation digitale. Et ça doit faire partie de financement dont on peut discuter avec son banquier. Voilà, parce que c'est un projet comme un autre projet. On parle de son projet de capital, d'ouverture de son capital, on parle de projet d'internationalisation, et bien il faut parler avec son banquier de projet de transformation digitale. Et en tout cas, nous, c'est vraiment un point qu'on avait déjà démarré depuis 2018 auprès de l'ensemble de nos équipes chargées d'affaires pour les former à accompagner les entreprises dans ces projets de transformation digitale. Et le message qu'on a envie de faire passer aux PME et aux ETI, c'est parler avec vos banquiers de cette partie-là. Ils sont prêts à vous écouter et prêts à reboucler avec vous sur comment financer ce phénomène qui va prendre du temps. Voilà. Myriam, donc un seul conseil dans cette période où on gère beaucoup le court terme dans le quotidien des entreprises, il faut aussi pouvoir justement avoir cette capacité d'anticipation sur le moyen et long terme. Et ça, les banquiers chez BNP Paribas, vous y êtes prêts. MediWatt, président de Talent, nous avions il y a quelques semaines lancé la rentrée de la tech avec Laura, avec BNP Paribas, en présence de Cédrico. Justement, vous êtes au cœur des transformations, je vais dire, des entreprises, un partenaire important des entreprises françaises, évidemment, même si vous êtes un international. Mais dis-moi, qu'est-ce que vous observez? Nous sommes le 1er octobre. On a eu 30 jours de cette rentrée de septembre, avec à la fois beaucoup d'espoir, d'envie, quelques désillusions. Où en sont les grandes entreprises françaises dans le dialogue qu'elles ont avec le groupe Talent sur l'accélération de leur transformation? Alors, c'est une bonne question. Première chose, c'est en rentrant de vacances, on était dans une ambiance assez euphorique, en se disant, ça y est, cette crise est derrière nous, on sait à peu près quelle est notre feuille de route, et on sait ce qu'il faut faire. Septembre nous a montré qu'en fait la crise n'était pas encore devant nous, qu'on n'avait pas encore trouvé toutes les solutions, et donc a refroidi toutes les ardeurs des entreprises et des industriels. Maintenant, ça c'est une observation court terme. Sur le moyen et sur le long terme, je dirais que ce Covid-là a fait gagner 2 ans, a accéléré les transformations, a changé les mentalités et a fait prendre conscience qu'en fait, il n'y avait pas d'autre alternative que celle d'intégrer la technologie pour réellement inventer, créer le monde de demain. Ça, c'est une observation qui est très importante parce que ça veut dire que
Une fois passée cette crise, peut-être dans 3, 6 ou 9 mois, je pense que nous avons devant nous 2 ou 3 années extraordinaires de reconstruction, de réalignement des systèmes, des entreprises aux nouveaux besoins, désirs des utilisateurs et puis des individus. La deuxième prise de conscience, c'est que ça a remis le sens au centre des préoccupations. On avait commencé à négocier des accords de télétravail, qui étaient les accords de télétravail très light, en se disant, bon, on va permettre à nos collaborateurs une journée par semaine de faire semblant de télétravailler pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Aujourd'hui, le sujet n'est pas là. Le télétravail est un vrai sujet qu'il faut aborder parce que la façon dont on va gérer la relation entre l'entreprise, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs et les parties prenantes va être complètement différente et a été changé, transformé. Ce Covid nous a sorti de nos zones de confort, nous a bousculé, et nous a obligés à au moins écrire le cahier des charges de ce que sera demain l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très bénéfique. Sur ce sujet-là, justement, Mediwas, puisque beaucoup d'entreprises s'interrogent, beaucoup d'entreprises actuellement dialoguent dans le cadre des CSE avec les syndicats. Est-ce que vous croyez vraiment, comme certains le disent, que peut-être l'avenir, c'est que le bureau serait l'exception et le télétravail généralisé? Est-ce que vous croyez à ce monde du travail dans le secteur des services? Je crois qu'on a renversé la table. Je ne sais pas vous dire comment sera fait l'avenir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que tous les champs des possibles sont ouverts. Là où hier on considérait que le travail ne pouvait s'opérer qu'au bureau, aujourd'hui, en fait, on s'est aperçu qu'on arrivait à avoir une efficacité parfois même supérieure en télétravail et en organisation différente. Après, la gestion qu'il faudra avoir, ça ne sera pas celle de l'efficacité, mais ça sera celle du social. On a envie, nous latins, de se côtoyer, de se toucher, de s'embrasser, de se saluer, de se taper sur l'épaule, de boire des coups ensemble et pas virtuellement, réellement. Et c'est là que la problématique va être peut-être la plus compliquée à résoudre. Mais la réorganisation du travail, son efficacité, un certain nombre de barrières sont tombées, et elles sont tombées à haut niveau. C'est-à-dire que c'est les dirigeants qui n'avaient pas confiance en cette nouvelle façon de faire, et les jeunes ont poussé, ont profité que cette barricade soit tombée pour réellement s'engouffrer dans la presse. Et nous, la première sollicitation qu'on a eue de la part de nos collaborateurs, c'est réellement de redéfinir la raison d'être. Quelle est la raison d'être de l'entreprise? Le travail est une nécessité, ça ne fait pas de débat, mais c'est pas parce que c'est une nécessité qu'il faut en faire n'importe quoi. Il faut donner un sens à ce qu'on fait. Bien sûr que le profit est important, parce que la vocation de l'entreprise, c'est de créer plus de richesses qu'elle n'en consomme, mais ça ne doit pas être l'objectif unique à atteindre. Ça doit être une conséquence d'un certain nombre d'autres objectifs qualitatifs, parmi lesquels comment je participe à une meilleure planète, comment je participe à un système plus écologique, comment je participe à une économie plus responsable, comment je participe à une inclusion. Grâce à la technologie, on a montré la technologie comme étant quelque chose d'exclusif. Nous, il y a 2 ans, on a organisé le premier hackathon des extrêmes. Les moins de 15 ans et les plus de 65 ans pour montrer au contraire que cette technologie, si elle est expliquée, si elle est bien utilisée, est inclusive. Elle inclut les jeunes et elle inclut les seniors. Et aujourd'hui, les domaines comme la e-santé, la e-éducation sont des domaines qu'il va falloir qu'on explore de manière beaucoup plus importante en utilisant cette technologie et en se disant qu'en fait, elle va nous rapprocher. Il y a eu un paradoxe, c'est que ce Covid nous a éloignés, et en nous éloignant, il nous a rapprochés. Et il nous a obligés de redéfinir en fait la façon dont on devait s'organiser, dont on devait travailler, dont on devait vivre en fait ensemble, le travail étant une partie de notre existence. On va prolonger ces échanges, bien entendu, avec Mediwas. Alors, bien sûr, la tribune a aussi beaucoup innové depuis cette rentrée. Tout d'abord en lançant cette rentrée de la tech avec Europe 1, BNP Paribas, Talent et d'autres partenaires ici présents. Nous avons lancé également les Innovation avec Engie, Innovation Engie Morning. Ça a été l'occasion justement de pouvoir parler d'innovation tous les matins. Mais maintenant, tous les lundis à 18h, nous avons le plaisir, avec BPI France et la Tribune, d'avoir Laura Tedoudji,
Vous restez en effet des journalistes référentes sur le domaine de l'innovation. On vous connaît comme une femme très engagée. Et donc c'est un nouveau rendez-vous maintenant, tous les lundis, Laura, à 18h. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, on sera en direct à 13h sur ce plateau, sur Instagram. Et l'idée de ce live, c'était de donner la parole justement à des entrepreneurs, à des entrepreneuses aussi. On aime avoir des femmes engagées. Et lorsque je vous écoute, je ne peux que vous donner raison parce qu'on assiste, en tout cas de mon point de vue de journaliste, à un véritable bouleversement et un accélérateur plutôt positif. Alors évidemment, il y a de la casse, comme dans tous les bouleversements, mais il y a tellement de positifs à en tirer. J'écoutais ce que vous disiez sur le télétravail. Je ne pense pas qu'on va terminer tous à travailler chez soi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sinon on va devenir fou. Je pense qu'on va surtout repenser nos bureaux, qui sont aujourd'hui pas du tout adaptés à nos besoins, à tous ces open space. Pourquoi on est plus efficace aujourd'hui en télétravail? Parce qu'on arrive, pour la plupart, maintenant que les enfants, pour ceux qui sont parents, ont repris le chemin de l'école, à s'isoler. L'open space, on va faire une pause, on accompagne les autres pour aller fumer, on se prend un café, on se concentre, on se déconcentre. Là, on sait qu'on se met dans une bulle et qu'on travaille vraiment avec beaucoup d'efficacité. Et ça, c'est nécessaire, mais les soupapes, ces soupapes-là, qui sont des moments de vie de bureau, sont aussi nécessaires. Donc je pense qu'il faut maintenant repenser quels seront les bureaux de demain où on prendra plaisir à aller comme des espaces de coworking. Je regardais comment fonctionnaient les entreprises américaines. Et beaucoup d'entre elles ont laissé en télétravail leurs employés en France et elles me disaient mais régulièrement ils prennent de nos nouvelles, ils nous envoient des mails, on participe à des concours de photos. Donc je pense que le bien-être au travail est aussi une donnée fondamentale. Vous le disiez, il y a le profit évidemment, mais si on veut le profit, finalement le profit ça va arriver à la fin. Il faut qu'on ait des employés qui soient bien dans leur job. Et dans toutes les startups que j'interviewe, je vois le bonheur de travailler, le bonheur de défendre des sujets. Effectivement, le grand changement, je pense qu'il y a eu un accélérateur énorme quant à l'engagement de ces startups. C'est-à-dire des startups qui étaient un peu engagées, ont décidé d'être totalement. Il y a plein d'entrepreneuses qui hésitaient à franchir le pas, qui avaient un job et qui, pendant le confinement, se sont dit ça y est, maintenant je me lance. Mon idée, si je ne l'avais pas aujourd'hui, je ne la ferai jamais. Donc ça a été aussi un déclencheur, un détonateur pour beaucoup d'entrepreneurs et je trouve que ça, c'est extrêmement positif. Ça veut dire, moi je me rappelle, Laura, d'une phrase, puisqu'Emmanuel Macron, président de la République, est en train d'intervenir au moment de ce débat. On se rappelle qu'Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances, disait il faut que la jeunesse en France puisse rêver de devenir un jour milliardaire. Est-ce que vous considérez que justement, depuis ces dernières années, il y a eu un changement culturel et que finalement la jeunesse aujourd'hui française, sa motivation n'est pas de devenir milliardaire pour celles qui sont entrepreneurs? Absolument, je pense que franchement c'est pas l'objectif principal. L'objectif c'est de changer à leur manière le monde. Donc certains vont le faire dans l'environnement, dans la santé, donc vous parliez du domaine de la santé. Je sais que tous ceux qui œuvrent pour que les téléconsultations soient de plus en plus développées, on est passé en 2019, je crois qu'il y avait 50 000 téléconsultations qui ont été effectuées. Et là, on est passé à 4 millions, je crois, aux alentours de 4 millions depuis le début de l'année 2020. C'est énorme et pour ça, il faut des acteurs. On a besoin d'entrepreneurs qui nous aident non seulement à développer ces téléconsultations, mais aussi, on parlait de data, à protéger nos données. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'abord d'apporter sa pierre à l'édifice dans un monde nouveau qui sera, en tout cas tout le monde le souhaite, meilleur, plus en conscience avec ce qu'on doit faire. Et après, si ça peut, évidemment, l'idée c'est pas de faire du bénévolat, mais si ça peut être rentable, et c'est ce qu'on souhaite, ça le sera. Mais d'abord, il y a un engagement et je trouve que ça c'est ultra positif. Mehdi Ouass, vous souhaitiez réagir? Oui, je suis complètement en phase avec ce que dit Laura. Elle a un enthousiasme et une façon de bousculer les choses de manière bienveillante qui est très bien parce qu'on ne peut pas innover, on ne peut pas changer si on ne bouscule pas. Je pense qu'on a une particularité en France, c'est qu'on ne recherche pas l'enrichissement, on recherche l'épanouissement. Et c'est ça qui est le plus important. Nous, ce que l'on essaie de faire, c'est donner un cadre qui permette à tous nos collaborateurs de s'épanouir. Et l'épanouissement conduit aussi à l'enrichissement. Mais l'enrichissement n'est qu'une composante. Quand vous permettez à un collaborateur réellement d'aller au bout de ses rêves, de pouvoir imaginer, créer, réaliser, de manière individuelle et de manière collective, vous avez créé un cadre qui réellement va lui permettre de venir tous les matins, virtuellement ou réellement,
contribuer à l'expansion d'une entreprise. Et c'est ça la particularité française. Et je pense que c'est une particularité à laquelle il faut qu'on reste attaché et qu'on défende. Devenir riche à milliards, c'est pas forcément la vocation d'un Français. S'épanouir, participer à la construction collective de son pays et puis du monde, c'est plutôt ce que l'on a hérité du siècle des Lumières. Justement, Myriam, moi je me rappelle très bien des propos de Jean-Laurent Bonnafé, c'était chez un confrère du Dimanche, on peut le citer, le JDD, il disait finalement aujourd'hui on n'a pas le choix, notamment sur la transition écologique, c'est plus une option, elle est prioritaire pour le groupe BNP Paribas. On a le sentiment que même les banquiers, cette crise, alors BNP Paribas avait quand même entrepris déjà un chemin sur ces sujets-là, puisque vous êtes une des banques dans le monde, qui est une des plus attentives sur tous ces sujets, sur ces investissements notamment, on va dire, sur l'économie carbonée. Est-ce que cette crise aussi accélère la transformation même de BNP Paribas et de sa raison d'être? Alors, oui, bien sûr. Enfin, comme vous le rappeliez, il y a cet engagement, il ne date pas de la crise, il date d'avant, mais peut-être que ce qu'on peut dire sur cette période, en fait, et ce qu'elle a rebouclé, c'est cette accélération, en fait, de cet engagement. Ce que vous disiez tous les deux, et qui est tout à fait juste, c'est qu'on sent bien, et c'est tout le chemin qu'on fait avec tous nos clients et toute notre communauté d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises qu'on accompagne, que eux-mêmes sont extrêmement sensibles et ont été très sensibilisés pendant cette période à ces logiques d'engagement. Donc nous, en tant que banque, évidemment, on ne peut que souscrire à cela et que aller dans le sens de réfléchir avec eux aux investissements qu'ils font, à ce que ces investissements soient à impact positif, qu'en tout cas, ils prennent en compte ces logiques sociétales et de la planète. On a tout à fait ce regard sur l'insertion, l'inclusion, parce qu'on pense qu'on ne peut pas non plus faire un monde avec des gens qui enfin, un monde de demain avec des gens qui en sont exclus. Donc cet engagement, tant sur le plan écologique que sociétal, il est pour nous très important et ça fait partie des sujets, des réflexions, parce que c'est pas simple, hein. Il ne faut pas non plus culpabiliser les entreprises, il ne faut pas qu'elles se retrouvent mises au banc parce qu'elles sont dans des secteurs et des activités qui aujourd'hui, oui, consomment de l'énergie, oui, consomment de la donnée, oui, etc. Il faut les aider à faire le chemin qui les conduit à faire mieux demain. C'est-à-dire qu'aller dans un sens voilà, de quelque chose de plus vertueux et comment est-ce qu'on peut le faire. Donc voilà, donc nous on a des financements associés à cela, on a de l'accompagnement d'entrepreneurs qu'on appelle à impact, on soutient ces mouvements de l'impact sociétal, c'est vraiment important. Là-dessus, Myriam Becquet, je me rappelle qu'il y a quelques années, vous avez été la première banque en France à implanter des pôles innovation dans toutes les grandes métropoles, dans une logique aussi territoriale. Ça veut dire qu'à la fois vous êtes très attentive sur la question de l'innovation, mais au plus près du tissu et des écosystèmes d'innovation. Mais j'ai envie de vous poser la question, c'est être la banque qui accompagne la transformation, ça nécessite aussi d'accompagner vos collaborateurs pour qu'ils puissent être, j'allais dire, compétents tout simplement et à l'écoute et qu'ils comprennent ces nouveaux modèles économiques. Ouais. En 2012, on a décidé effectivement de ce que vous disiez, Jean-Christophe, c'est d'accompagner les startups innovantes. Et on a vu effectivement arriver tous ces nouveaux modèles économiques qui conduisent aujourd'hui à toutes ces logiques transfo-digitales. Donc on a vu arriver entreprises santé et autres. Et on s'est dit qu'effectivement, le fait de les mettre, d'accompagner au plus proche des territoires, parce que ces entreprises, ces startups, ces innovations, elles ne sont pas qu'à Paris, elles ne sont pas qu'en Ile-de-France, elles sont un peu partout en France, et en Europe et ailleurs, mais beaucoup dans nos territoires. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, en mettant des spécialistes de l'innovation au sein de nos équipes bancaires, on va dire plus traditionnelles, plus classiques, ça permettrait de diffuser en fait cette culture de la transformation, de l'innovation et des nouveaux modèles. Et donc on a aujourd'hui une centaine de banquiers qui sont répartis dans les différents territoires et qui s'occupent vraiment tout le temps d'innovation et d'accompagnement de start-up et qui puis peuvent du coup échanger et partager avec leurs autres collègues banquiers tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils observent et tous ces nouveaux usages, ces nouveaux modèles, ces nouvelles technologies qui émergent. Donc ça permet vraiment de modifier en fait le mindset de nos banquiers et de montrer qu'il n'y a pas les petites boîtes innovantes d'un côté et les grandes boîtes traditionnelles de l'autre, mais au contraire,
cette interaction entre les deux qu'on a vraiment cherché à développer par ces coopérations start-up ETI ou start-up grand groupe depuis 2015 et dont on espère et on pense que la période qu'on vient de vivre va permettre d'accélérer. On a développé une offre d'accompagnement qui s'appelle White Corporate à destination des entreprises de taille intermédiaire pour qu'elles se connectent à l'écosystème innovation. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas, il faut que vous fassiez comme les startups, c'est pas ça. C'est-à-dire, ça ne marche pas. Mais par contre, le fait de travailler, de discuter avec elles, d'échanger, de faire des partenariats, d'intégrer des solutions, etc., ça va accélérer la transformation digitale des PME et des ETI. Ce que je découvre, Myriam, c'est que finalement, vous ne faites pas que le rôle du banquier financeur, ce métier traditionnel que nous connaissons, mais que vous faites aussi le mythique de l'innovation, c'est-à-dire que vous mettez en relation des grandes entreprises, vos clients, avec des plus petites dont vous repérez le talent. Oui, tout à fait. Et deuxième chose aussi qui est important, on disait un mot, c'est sur les salariés, c'est ce qu'on constate aussi, parce qu'il y a toute cette phase de travail start-up ETI, start-up grand groupe qui est très important et toute cette réflexion. Ce qu'on a constaté en le faisant depuis quelques années maintenant, c'est qu'il y a deux champs qui sont importants. D'une part, c'est l'intrapreneuriat. C'est-à-dire ne pas oublier ce que vous disiez très bien, c'est-à-dire que les salariés, ils ont des idées, ils ont envie d'innover, et cette période-là qu'on vient de dire, pour moi, on va voir, mais je pense que ça va développer les notions d'intrapreneuriat. Et pas simplement l'intrapreneuriat parce que je veux devenir entrepreneur, mais parce que je suis capable, moi salarié dans mon entreprise, moyennant le fait quand même d'être un peu accompagné et de le faire dans un cadre qui est structuré. Mais ça doit me permettre en fait de développer de nouvelles choses pour mon entreprise. Et il y a une grande fierté à ça. Donc ça c'est vraiment un mouvement qu'on observe et à mon avis qui va s'amplifier. Et peut-être deuxième chose, c'est, et ça je pense que vous le visualisez très bien aussi chez Talent, c'est que on ne fait pas de l'innovation pour faire de l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut être prêt finalement culturellement aussi à changer un certain nombre de choses. Au niveau de l'équipe de direction, au niveau des équipes recherche et développement, au niveau des équipes marketing, au niveau des équipes pour pouvoir intégrer des nouvelles manières de fonctionner. Et donc l'humain dans tout ça, il est sacrément important. Et on a le sentiment là aussi, avec nos équipes un peu partout sur le terrain, que la période qui vient de se vivre, comme vous le disiez, qui a bousculé complètement les habitudes, on a dû se réinventer tous les uns et les autres dans toutes les entreprises petites ou grandes. Donc finalement, les gens se sont rendus compte que, bah oui, c'était possible. Pas à n'importe quel prix, mais que c'était possible et qu'on pouvait du coup changer un certain nombre de choses qu'on croyait ancrées dans le marbre. Mais dis-moi, c'est ce que vous souhaitez réagir à tout ce que dit Myriam Becquet. Vous connaissez bien le secteur de l'industrie de la banque, vous êtes partenaire de nombreuses banques, je veux dire presque toutes les banques. On est clients et fournisseurs réciproques, on est partenaires. L'industrie de la banque aussi accélère sa transformation pour mieux répondre aux clients. En fait, il y a deux phénomènes accélérateurs des transformations, les technologies et la crise. Et on a la chance, entre guillemets, aujourd'hui, d'avoir les deux qui sont réunis. C'est-à-dire qu'on vit une crise sans précédent, mais qui arrive au moment où les technologies de rupture sont là. Et donc on va pouvoir mixer les deux. Cette crise, elle nous oblige à sortir de nos zones de confort, à voir les choses de manière différente, à penser différemment et à remettre au centre de nos préoccupations ce qui est essentiel. Et là aussi, encore une fois, moi je suis pour un modèle français, pour un modèle européen, parce que c'est notre culture. Et les technologies nous montrent qu'en fait, on s'était fait un certain nombre de barrières qui sont psychologiques et qu'il est facile de casser. Ces barrières-là, c'est l'exclusion d'une certaine frange de la population, ceux qui ne savent pas forcément bien lire et écrire ou qui n'ont pas le niveau d'études suffisamment important, c'est faux. La technologie va destruire les emplois, c'est vrai, mais elle va aussi en créer d'autres, et là, on doit se mettre dans la dynamique, effectivement, de réinventer les emplois de demain, et d'accompagner en formation ceux qui vont perdre leur emploi pour pouvoir leur donner de nouvelles débouchés. Donc tout cet écosystème se met en place, il ne faut pas opposer, il y a la place pour tout le monde, il y a la place pour la start-up parce que c'est celle qui va rapidement identifier une voie est à prendre ou à fermer. L'ETI qui va commencer l'industrialisation de cette nouvelle voie et le grand groupe qui va permettre sa diffusion. Et donc si ces trois écosystèmes travaillent main dans la main de consort, eh bien on pourra plus rapidement
passer à l'étape d'après et réellement engager cette transformation qui nous permettra d'inclure le maximum de gens dans une économie un petit peu plus responsable, encore une fois. Laura, vous souhaitiez réagir au Oui, propos de Mehdi? parce que quand vous parliez, on parlait des banques et de l'accompagnement, mais effectivement, je trouve que cette crise a permis aussi de changer les mentalités quant à l'échec. Avant, en France, c'était interdit d'avoir un échec. On se lançait dans une start-up. Si on échouait, on se sentait quand même vraiment moins bon. On se disait, est-ce que je vais retourner prendre un job, redevenir employé? Et je pense que vous, les banques, vous avez eu un rôle fondamental puisque vous les accompagnez. Il y a eu un échec, c'est un peu comme à l'américaine où quand finalement quelqu'un a 3 échecs consécutifs et qu'il arrive pour trouver un financement, on dit bon c'est bon, il aura su tirer partie des erreurs qu'il a commises. Et donc, vous allez l'accompagner. Et je trouve que BNP, en ce sens, puisque je suis aussi ce que vous faites, vous accompagnez aussi ces startups qui ont pu échouer auparavant, où l'entrepreneur est arrivé peut-être un peu trop tard, où on n'a pas répondu à la demande nécessaire, et revient avec un nouveau projet, et vous êtes encore là. Et je pense qu'il faut être là de plus en plus, les aider, puisqu'il y a en plus une volonté de reproduire en France. Enfin, je pense que vous y avez tous assisté. On se lance, on dit bon, pourquoi on a été produire à l'étranger? Alors pour certaines entreprises, ça va être compliqué de faire marche arrière pour une question de compétitivité, mais pour d'autres, c'est encore possible. Et je le vois dans l'industrie textile, pour donner cet exemple-là, il y a une vraie volonté de produire moins. Donc il y a aussi des personnes qui sont totalement aptes à comprendre les nouveaux messages. Il y a des clients qui sont là, qui n'étaient peut-être pas là il y a 5 ans et qui préfèrent acheter moins et acheter mieux. Donc il y a des startups qui naissent et qui vont produire chez nous et donc créer de l'emploi. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Et aussi les métiers qui disparaissent. Il y a des métiers qui disparaissent dont on a besoin. Grâce au digital, grâce à la formation digitale, on va pouvoir informer des jeunes en leur disant, vous savez, on a besoin de vous pour réparer, on a besoin de vous dans les métiers d'art, pour restaurer des vitraux. On en a encore besoin. On a des vitraux en France et on a besoin de restaurateurs. Ces formations et digitales vont permettre ça. Donc je pense que voilà, et j'en profite pour remercier les banques qui, je trouve, soutiennent vraiment tous ceux qui veulent entreprendre malgré les échecs qu'ils ont pu rencontrer précédemment. Finalement, cette crise aura fait changer l'image aussi des banquiers, il faut le dire, parce qu'ils sont souvent en première ligne, quelquefois, on va dire, pas toujours aimés, mais le métier de banquier a évolué peut-être ces dernières années, et la crise vous aide peut-être à montrer aussi que vous êtes très utile. Et très humain. Oui, mais je pense que le contact qu'on a pu avoir avec les entrepreneurs et les dirigeants pendant cette crise, effectivement, a remis un peu l'église au milieu du village. C'est de dire, voilà, le banquier, c'est finalement celui qui finance l'économie et qui le finance dans des périodes certes fastes, mais aussi dans des périodes difficiles, avec bien sûr toute l'action de l'État, parce que c'est un travail très très collectif. De toutes les banques françaises, mais des délais vraiment sur le PGE. Sur le PGE, il a fallu qu'on monte et qu'on diffuse l'ensemble du produit en 48 heures. On a commencé à avoir les premiers éléments la semaine d'avant et au bout de une semaine, il fallait commencer à reboucler. Je souhaitais réagir à ce que disait Laura, c'est-à-dire on est un peu dans un changement d'univers, de monde. Lorsqu'une start-up se crée, on lui disait toujours déroule un business plan et voie globale et mondiale dès le départ. Là, j'imagine qu'on va poursuivre cette stratégie à l'export. Franck Riester, le ministre du Commerce extérieur, est là ce matin ici à l'Arena, mais on parle aussi de circuits courts. On parle également d'une économie relocalisée. On parle de produits beaucoup plus made in France. On a aujourd'hui des consommateurs qui veulent aujourd'hui être beaucoup plus regardants sur la traçabilité de leur fabrication. Est-ce que ça, du coup, ça a un impact sur les nouveaux modèles que vous étudiez, vous, chez BNP Paribas? Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Je pense qu'il y a des entreprises qui auront toujours besoin de voir grand et de voir mondial, parce que leur marché, et c'est bien qu'on ait des entreprises françaises, européennes, qui puissent s'internationaliser et montrer tout le savoir-faire et tout le talent qu'on est capable de déployer. Donc ça, je pense qu'il faut garder pour un certain nombre d'activités, certains secteurs, certains sujets très pointus, très techniques et sur lesquels on a une vraie avance technologique, la santé, la data, l'énergie, on a vraiment des secteurs de prédilection en France. Il faut les garder et les déployer à l'international, donc il faut garder ça, mais
Ce qu'on a vu arriver depuis maintenant quelques temps et qui s'accélère évidemment très fortement au moment de cette crise, c'est l'innovation, c'est pas seulement la technologie. On le voyait déjà, on parlait déjà d'entrepreneuriat social, maintenant on parle d'entrepreneuriat impact. On voit qu'il y a aussi de l'innovation d'usage, de l'innovation, je vais dire non technologique. Alors avec BPI, ça fait un moment qu'on observe ça et qu'on n'oppose pas en fait les formes d'innovation et qu'on dit l'innovation sociale, l'innovation d'usage, l'innovation technologique, tout ça c'est de l'innovation. Et tout ça, ça fait changer le monde et ça fait changer le mode de fonctionnement de nos sociétés, de nos économies. Et donc c'est toutes ces typologies d'entrepreneuriat qu'il faut accompagner. Alors après, ça ne va pas être les mêmes modes de financement, ça ne va pas être le même développement de l'entreprise. L'entreprise en circuit court va peut-être rester une petite TPE-PME. Celle qui est sur des technologies internationales deviendra peut-être une boîte cotée demain. Enfin voilà, donc ça va dépendre en fait de tout ça. Enfin, le sous-jacent va être important pour voir la taille de l'entreprise à terme, ce qu'elle peut développer, les fonds dont elle a besoin peuvent se développer. On n'a pas beaucoup parlé effectivement de financement tout à l'heure. On s'est dit voilà, c'est bien les entreprises, les startups, on a un peu parlé financement ensemble, des projets de transformation, mais il ne faut pas oublier que tout ça, ça ne fonctionne que si on injecte quand même des financements pour le capital, pour accompagner le capital des entreprises, accompagner leur développement, en tout cas pour les plus petites d'entre elles, pour renforcer les fonds propres, et qu'on permet effectivement aux entreprises de franchir ces étapes qui leur permettent de faire une première version, une deuxième version de leur projet, une troisième, de pivoter et de se rendre compte peut-être qu'il faut rechanger encore. Et tout ça, ça demande en fait toutes ces actions que BPI fait très bien depuis des années et que nous, on est ravis en tant que banque d'accompagner, qui sont l'investissement au capital des entreprises. Enfin, ça reste quand même un point très important si on veut déployer cette innovation en France. Il faut qu'on soit présent aussi sur cette partie-là. Myriam Eke, peut-être un mot justement, la crise amène beaucoup aussi, on le dit, ça va malheureusement détruire des emplois, avec certainement justement des personnes qui vont se retrouver peut-être à choisir le choix de l'entrepreneuriat, et en même temps ça va décourager la crise et certains à se dire est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre. Vous, qu'est-ce que vous observez et quelle est votre vision justement du développement de l'entrepreneuriat dans une période de crise aussi forte que nous connaissons? Laura le disait tout à l'heure, je pense qu'elle parlait des femmes, et nous on a un programme d'entrepreneuriat féminin auquel on tient beaucoup, qui s'appelle Connect Earth. On fait avec beaucoup de partenaires, parce qu'il y a beaucoup d'associations et d'entreprises très engagées dans ce domaine. On voit que les femmes aujourd'hui osent plus créer et entreprendre. Donc ça c'est déjà un premier point positif, on va dire, de cette période, c'est qu'on a démystifié un peu l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est Mehdi qui le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à ne faire que des millionnaires demain et à ne faire, ou toi Jean-Christophe, des gens qui vont faire des super, méga entreprises. On cherche des entreprises qui ont du sens, des petites boîtes, créer une boîte de 2, 3, 5 personnes ou créer son propre emploi, c'est génial. Et c'est valorisé aujourd'hui, je pense, beaucoup plus qu'avant. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut garder, je pense, très fort. C'est valoriser l'entrepreneuriat au sens le plus singulier du terme. Voilà, je monte mon entreprise, je développe ma boîte. Et ça, je peux le faire un peu partout. Alors pour ça, il faut que j'ai des qualités, il faut que je me fasse entourer, il faut que j'en parle avec les gens compétents qui peuvent m'accompagner. Donc c'est pas tout le monde non plus, il ne faut pas non plus rêver dans l'absolu. Mais par contre, ça c'est un point très important pour notre monde de demain. C'est vraiment de ne pas opposer les différentes sortes non plus de typologie d'entrepreneuriat. Voilà, c'est bien d'entreprendre. Et c'est vrai, pour rebondir à ce que vous disiez, qu'être une femme entrepreneur aujourd'hui, c'est positif. Autant on peut subir des discriminations dans d'autres domaines, mais lorsque vous êtes une femme et que vous avez une idée d'entreprise, vous allez avoir beaucoup plus de oui qu'un homme. Puisque en fait les fonds recherchent à défendre des femmes. Voilà, on a le vent en poupe et donc je pense qu'il faut en profiter. Il faut en profiter, il faut accélérer. Il faut accélérer, mais là je trouve qu'il y a eu même ces dernières années, et là encore plus, vraiment un rebond de l'entrepreneuriat au féminin. Avant, j'interviewais une femme sur 10, et encore, c'était toujours lié à la mode ou à la beauté. C'est fini ça, ces clichés-là. Elles entreprennent dans plein d'autres domaines, et surtout, elles ont le vent en
beaucoup, il faut en profiter, les médias les veulent, on dit il n'y a pas assez de femmes, donc autant il y a des domaines où il faut encore se battre, autant celui-ci, au contraire, il faut foncer. En tous les cas, lors de cette rentrée de la tech que nous avons tous engagée en ce début de septembre, on a vu beaucoup de femmes entrepreneurs qui réussissent et qui sont devenues des rôles modèles pour les autres femmes qui peut-être hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mehdi Bouass. Oui, moi je rebondirai en disant que oui, l'entrepreneuriat n'a pas de taille. La vraie unité de mesure de la réussite de l'entreprise, c'est d'arriver à créer un équilibre en ayant plus de richesses créées que de richesses consommées. Après, elle doit correspondre à un besoin de développement, un besoin d'épanouissement de celui qui va entreprendre. Et vous avez des typologies d'entrepreneurs qui sont des artisans et qui réussissent parfaitement et qui sont importants dans notre écosystème parce qu'ils ont une empreinte locale. Et puis les entrepreneurs qui vont avoir une vision beaucoup plus importante, beaucoup plus grande et qui vont vouloir développer les entreprises à l'échelle internationale. Je pense que notre société a besoin de tous ces acteurs, a besoin de ces acteurs en réussite, a besoin de ces acteurs épanouis, a besoin de ces acteurs accompagnés et a besoin de ces acteurs à l'aise dans un écosystème qui les reconnaît, auquel ils contribuent et qui leur appartient. C'est tout ça qu'il faut qu'on construise ensemble. Donc il n'y a aucune opposition à avoir. Il y a l'entrepreneuriat, il y a l'intra-entrepreneuriat, il y a le petit, il y a le grand, il y a l'écosystème qui se crée. Et c'est ça qui fait la beauté en fait de notre économie qui est plurielle. On peut s'enrichir que de nos différences. Hein. Si on est tous pareils, on va créer un monde qui ne va pas être très joyeux. Vous, en tous les cas, Talent va continuer à grandir dans le monde. Hein, parce que c'est ma vocation, c'est ma vision, mais je veux dire, c'est pas... Ma vraie réussite, c'est peut-être d'avoir pu monter un projet qui soit collectif et qui associe. On est parti à 3. C'est une histoire que vous connaissez et qui me tient à cœur parce que c'est 3 amis de très longue date, en plus œcuménique, un juif, un chrétien, un musulman. Et aujourd'hui, on a plus de 3000 collaborateurs et presque une centaine d'associés à l'entreprise. Et tous les gens qui ont envie de contribuer de manière durable sont les bienvenus et entreprennent à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est mon projet, j'en suis réellement fier, mais il y a des projets qui sont plus petits et qui ont autant de valeur, et puis il y a des projets qui sont beaucoup plus grands et qui ont aussi autant de valeur. Mehdi Bouass, on va conclure à tous les 3 par la relance économique. C'est maintenant. Pourquoi c'est maintenant? Et si vous deviez convaincre vos clients, tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié, vous avez dit finalement aujourd'hui on est dans une période du point de vue des collaborateurs où la question de l'épanouissement avant l'enrichissement, pour vos clients, vous leur dites quoi? C'est maintenant que la relance économique, c'est maintenant qu'il faut investir, qu'il ne faut pas remettre à plus tard les projets, c'est maintenant qu'on peut gagner des parts de marché dans cette période de crise? Oui, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, il y a juste un décalage dans le temps, il y a juste 6 mois un petit peu compliqués parce qu'ils ont leur lot d'incertitudes, mais pour un dirigeant d'entreprise, c'est rien du tout. Il doit voir beaucoup plus loin et il doit d'ores et déjà engager les investissements qui vont lui permettre de dérouler sa feuille de route. Donc pour moi, les 6 prochains mois sont compliqués, sont difficiles. Il va falloir qu'on fasse preuve de solidarité pour soutenir les plus fragiles, mais on doit tous avoir la tête haute, regarder loin et commencer à penser, à déployer son énergie et son plan d'action pour participer à la construction du monde de demain. Nous, on veut être acteurs du monde dans lequel on va continuer à vivre et dans lequel nos enfants vont continuer à vivre. On veut un monde plus humain, plus inclusif, qui prenne en compte les enjeux environnementaux. La technologie est au service de l'innovation et là où vous avez complètement raison, l'innovation n'a de sens que si elle est dans les us et les usages. C'est ça qui est important. Et la technologie peut jouer le rôle d'accélérateur. Et encore une fois, la crise de prise de conscience. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir les deux. Allons-y, fonçons. Fonçons, merci Mehdi Bouass. Myriam Becquet, la relance économique, c'est maintenant. Pourquoi il faut agir, investir et surtout, en tous les cas, ne pas être trop défensif dans cette période? Alors, il faut investir et réagir parce que, effectivement, comme le disait Mehdi, les investissements vont mettre du temps à produire leurs effets, notamment quand on parle de transformation. C'est pas un moment court, c'est un moment long.
Donc il faut commencer à le faire pour pouvoir être prêt au moment voilà, où ça va produire tous ces effets. Donc plusieurs choses, je veux dire, vous avez des projets entreprises, vous avez des projets, venez nous voir, venez nous en parler. Nous, on est vraiment, on aura à cœur de les accompagner dans toute cette logique de transformation qui est au cœur des entreprises de demain. Et tout ça avec tout ce sens de la responsabilité. Donc, vos banquiers, ils sont là pour vous. Merci Myriam. Laura, la relance économique, c'est maintenant, ici, en direct de l'Arena. Pourquoi il faut le faire maintenant? Pourquoi il faut aussi entreprendre, puisque vous, chaque jour, en tant que journaliste sur le service public, vous voyez des entrepreneurs qui hésitent, ou certains qui veulent y aller à fond. Non, justement, il ne faut plus hésiter et puis il faut profiter de cet élan. Il y a un élan qui existe, il est là. On va beaucoup plus loin quand il y a un élan. Il n'existait pas il y a quelques années, même il y a quelques mois. Donc il faut vraiment en bénéficier. Et je reprendrai votre expression, il faut sortir de sa zone de confort et oser. Voilà, donc Laura, maintenant, un rendez-vous avec la tribune et BPI France, c'est tous les lundis, l'afterwork à 18h, mais aujourd'hui, exceptionnellement, ici à l'Arena. À 13h. Et si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous recevoir dans cette Insta Live qui met en avant les entrepreneurs engagés. Merci à vous tous, c'était cette émission spéciale en direct de l'Arena pour Big, l'événement organisé pour les entrepreneurs avec BPI France. Merci aux équipes de la tribune, merci à Minata, Martin et à Tatiana. On se retrouve très bientôt sur latribune.fr. Merci à vous.